Bonjour, bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont présents dans la salle, qui sont 60 inscrits, mais malheureusement beaucoup moins présents. Mais je rappelle que nous sommes le 6 décembre, et le 6 décembre c'est le lendemain du 5 décembre. Et le 5 décembre, il y a des grèves que tout le monde connaît, et du coup, le 6 décembre, on en pâtit aussi d'une certaine manière. Donc voilà. Par contre, grâce à cette habitude qu'ont l'Académie, ailleurs sûrement, enfin, d'organiser en même temps des webinaires, c'est-à-dire la faculté pour des collègues parisiens ou provinciaux, mais surtout provinciaux, d'avoir accès à ce type de conférence par le webinaire, c'est-à-dire directement sur leur écran, chez eux ou dans leur bureau. Donc c'est une pratique qui maintenant se développe de plus en plus et nous permet d'accueillir, je les salue, 360 inscrits. Alors, je suis incapable de dire combien sont effectivement présents, mais certainement, ils ont beaucoup moins de problèmes de transport. Voilà. Alors, je suis très content de cette conférence aujourd'hui. D'abord parce que c'est les IFRS. Alors, dire les IFRS, oui, bon, c'est un sujet banal, mais pas tant que ça. Mais quand même, l'Académie avait été très productrice en échange, en conférence, en réflexion sur les IFRS dès 2005. Sur l'IAS 36, on avait même produit un cahier. En 2008, IAS 19. En 2009 encore, la juste valeur à Euronext. En 2010, la juste valeur dans tous ses états. À Bercy, donc la grande salle de Bercy. En 2012, la normalisation comptable et la transformation du droit, Reuters. Et en 2014, normalisation et gouvernance comptable internationale. Enfin, et encore pas mal de bricoles, si je puis dire, des interviews en direct, des entretiens, puisque, bon, à l'époque, les IFRS étaient une innovation, tout un corps normatif qui se mettait en place et qui posait, c'est bien normal, une très grande quantité de problèmes, de réflexion, voire de contestation à l'époque. C'était aussi assez fort, et on avait des témoignages vraiment tout à fait formidables, à la fois de spécialistes, de techniciens, d'experts comptables, mais aussi de représentants du monde des affaires, de directeurs comptables, etc., y compris des grands patrons. Je me souviens de feu Bertrand Collomb, qui nous avait à plusieurs reprises accompagnés dans des conférences et qui, de façon tout à fait étonnante, connaissait très bien la problématique de cette matière qui est évidemment tout à fait sophistiquée, si je puis dire. En tout cas, elle a introduit ce concept financier dans un monde comptable qui est assez statique et qui ne tient pas compte justement du temps qui passe, qui est le propre même de la notion financière. Donc je suis content. Aujourd'hui, j'ai souhaité donc qu'on fasse un petit rappel, piqûre de rappel sur où en est-on aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs. Je voudrais qu'on imagine ou qu'on organise chaque année, un an et demi, une conférence de CIPLA parce que, et c'est ma faute, j'aurais dû le faire certainement depuis 3-4 ans, parce que ça permettra au public, qui est très important, j'ai parlé de la grève et tout, on a 60 personnes qui souhaitaient venir, il y en a beaucoup moins, mais peu importe, elles ont la faculté, puisqu'on leur a à toutes et à tous écrit hier, pour leur dire, si vous ne pouvez pas venir, suivez-nous. Donc, au maximum, on peut avoir 400 personnes en webinaire. Donc, c'est un sujet qui intéresse, et pourtant, on peut dire que la profession comptable n'est pas totalement concernée. Tous les experts comptables ne sont pas directement concernés dans leur métier quotidien par les IFRS, même si intellectuellement, ils peuvent y être intéressés. Voilà les quelques mots d'introduction. Je voudrais, maintenant que la salle se remplit un tout petit peu, saluer la présence du président Boucaud, Jean Boucaud, qui est président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et qui ne vient pas, je crois,
Escalité, il vient en tant que professionnel. Écoutez, c'est un honneur et un privilège de te recevoir, cher Jean, et que tu sois là avec nous. Je ne veux pas signaler, il y a mon prédécesseur dans certaines fonctions comptables à l'ordre, qui est Jérôme Dumont, qui sait l'affection que je lui porte, et le respect que j'ai pour tout ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore, surtout sur les aspects techniques où sa réflexion est toujours très positive et très intéressante. Voilà, donc je vais en rester là sur la petite introduction qui permet peut-être à certains de se relier à l'écran. Vous voyez, c'est mon utilité. Moi, j'utilise 2-3 minutes pour permettre aux gens de se relier, d'appuyer sur le bon bouton. Et on a sur le webinaire, j'ai la liste là, hein, je veux dire, je suis, vous le disiez aussi Françoise, hein, impressionné par la qualité des gens présents. Je la passerai au président Boucaud qui sera sûrement intéressé. On a à la fois des représentants de très grosses entreprises, d'entreprises moins importantes, enfin, je ne vais pas citer de nom. On a des représentants de l'université, il y a bien sûr des experts comptables, mais aussi des experts comptables venant de ce qu'on appelle les big, voire des grands réseaux internationaux, franco-français. Et donc, je suis fier de cette capacité qu'a l'Académie, puisque c'est vraiment son objet, son ADN, si j'ose dire, de rassembler des enseignants, des professionnels, des représentants des entreprises. Donc, voilà. Et en France, à l'étranger, on me signale Maroc, Algérie, Bénin, au moins. Donc ça permet aussi à nos collègues francophones, puisqu'ils doivent être membres de l'Académie à peu près je dirais, entre 15 et 20 000, de profiter de certaines de nos conférences. Alors, on a le plaisir et l'honneur d'avoir Madame Françoise Fleurès, qui est membre du board de l'IASB, et Madame qui va elle-même peut-être compléter, donner quelques éléments complémentaires d'informations sur l'IASB, un peu où on en est, mais voilà, en termes d'introduction, pour ensuite que vous meniez ensemble. Vous avez organisé votre partie de tennis, j'ai vu ça, c'est remarquable. C'est pas un match. Non, c'est pas un match. Non, une partie de tennis, c'est très partenaire. Très amical. Et puis Odile Barbe, qui est là, qui a un rôle important à l'Académie, puisqu'elle fait partie du comité scientifique, qui est professeure à Burgundy School of Business, qui est membre de la commission commune de doctrine comptable du Conseil supérieur de l'Ordre et de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, et aussi active à l'Académie dans le petit panel qui gère scientifiquement, on va dire, l'Académie. Voilà. Donc je passe la parole maintenant à nos deux collègues. Peut-être Françoise, voulez-vous dire quelques mots sur l'IASB, sa fonction et ce qu'elle représente, etc. Et puis Odile, et ensuite vous aurez cette responsabilité d'animer et de présenter les éléments d'IFRS que vous aviez prévu de présenter. Merci beaucoup pour cette introduction, et puis je voudrais dire un grand merci à l'Académie pour cette invitation, et puis pour effectivement cet intérêt continu au travers des ans dans la normalisation comptable internationale et donc nos activités. Je voudrais aussi dire la même chose en fait à tous les participants. Merci pour votre intérêt dans cette conférence. Alors ce qu'on a prévu avec Odile, c'est que je n'avais pas la parole libre. Aujourd'hui, je réponds à ses questions. Et c'est donc elle qui va me guider dans ce que je dois dire. Merci Françoise. Alors effectivement, nous allons démarrer cette conférence avec un tour d'horizon des principales évolutions récentes en termes de normalisation et de gouvernance, tant au plan international qu'au plan européen, avant d'aborder des aspects plus techniques de l'évolution des normes et des travaux de l'IASB. Alors sur un premier temps,
voilà, les évolutions récentes au plan international. Vous le savez, aujourd'hui, les IFRS sont devenus le premier référentiel comptable au plan international. Alors justement, pouvez-vous nous préciser comment il a réussi à atteindre ce niveau de premier référentiel et comment on a réussi à assurer la légitimité des IFRS au plan international? Bien volontiers. Donc, un premier point pour rappeler en fait quel est notre objectif, quelle est notre raison d'être. Et notre raison d'être, en fait, c'est de produire des normes d'information financière qui assurent une bonne efficacité des marchés financiers. Et tout ça dans l'intérêt général et non pas dans les intérêts particuliers. Et nous le faisons à travers une information financière qui se veut transparente, qui se veut propice à la reddition des comptes entre les managers et les actionnaires, et puis qui se veut aussi une information suffisamment complète pour que les investisseurs puissent faire des décisions d'allocation de ressources qui soient le plus judicieuses possible. C'est vraiment notre raison d'être. Donc à chaque fois qu'on développe quelque chose, on se réfère toujours, et d'ailleurs on va s'enquérir du besoin des investisseurs. C'est notre angle. Certains voudraient qu'on s'intéresse plus largement aux besoins de la société, aux besoins d'autres parties prenantes. Nous sommes voués au développement d'une information financière pour l'efficacité des marchés financiers. Donc ça, c'est vrai depuis le début. Au cours des années, on a été amené à formaliser mieux cette mission. Et c'est ainsi qu'elle se traduit aujourd'hui. Alors au plan de la gouvernance, quand l'IASB a été réformé à partir de ce qu'était son prédécesseur, l'IASC, c'était encore une fondation totalement privée. Et ça l'est toujours d'ailleurs, la fondation IFRS reste une fondation de droit privé. Et avec le développement des IFRS à travers le monde, le souci des autorités qui finalement nous déléguaient le pouvoir de développer les normes comptables se sont émus de cette fondation totalement autonome avec des administrateurs qui se cooptaient les uns les autres. Sans regard, sans intervention des politiques. Donc, après un certain nombre de manifestations de mécontentement par rapport à cette trop grande indépendance, l'évolution de la gouvernance a été faite pour doter notre fondation de ce qu'on appelle le Monitoring Board, et qui est constitué des principaux régulateurs mondiaux. On y trouve les Américains, on y trouve l'Europe, on y trouve la Chine, et encore d'autres, et puis un représentant de toute façon de tous les autres régulateurs à travers l'IOSCO. C'est l'ESMA justement pour l'Europe? Alors pour l'ESMA, pour l'Europe, c'est pas l'ESMA. L'ESMA aimerait bien que ce soit l'ESMA, puisque l'ESMA se rêve d'être la SEC européenne. En réalité, c'est la Commission européenne qui représente, d'ailleurs par un de ses commissaires, l'Europe dans ce cénacle. Donc depuis 2009, donc, cette gouvernance est inchangée, et je pense que si elle est inchangée depuis 10 ans, c'est qu'on voit bien que l'équilibre a été trouvé entre cette fondation donc, de droit privé et qui reste indépendante dans son fonctionnement, mais qui s'est placée volontairement sous le contrôle de ce board composé des régulateurs, des principaux régulateurs mondiaux. Alors, comment on évolue? Parce que depuis l'introduction, depuis la refondation de l'IASB en 2001, il s'est écoulé quand même beaucoup d'années, et donc beaucoup d'évolutions. Et ces évolutions, elles ont une influence sur la stratégie de la fondation, qui reste définie donc par les administrateurs. Mais qui peut être influencé d'ailleurs par des requêtes de ce fameux Monitoring Board. Le Monitoring Board peut demander à infléchir les travaux de la Fondation.
Et on est en fait influencé par trois grandes tendances. La première, on la connaît, c'est la globalisation des marchés financiers. En fait, plus il y a de libre circulation des capitaux, plus nos normes comptables ont de pertinence. On est aussi, et sur cet aspect globalisation d'ailleurs, les récentes évolutions sur des retours de protectionnisme ou de souverainisme sont des choses à surveiller du point de vue de la Fondation. Mais enfin, on reste encore dans un schéma qui est un schéma de globalisation. Au niveau de la pertinence, on a été au cours des années challengé en fait sur les aspects d'investissement long terme. Est-ce qu'on était véritablement en capacité d'émettre des normes qui étaient compatibles avec une vision long terme de l'entreprise et donc de l'investissement? Ça, ce sont des domaines auxquels on réfléchit, on travaille. On est convaincu que les normes actuelles, y compris dans l'usage de la juste valeur qu'elles font et qui néanmoins restent limitées, sont tout à fait propices à des démarches long terme. Et d'ailleurs, tout l'accent qu'on met sur la capacité à rendre des comptes en fait partie. On sait tous que le monde de l'information financière et extra-financière évolue grandement, a beaucoup évolué déjà au cours des 10 dernières années, évolue encore avec des grandes questions qui se posent. La Fondation a été amenée à clarifier il y a quelques années le fait qu'elle restait axée sur l'information financière. Mais l'information financière, finalement, vue de manière assez large. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser aux aspects climatiques, sociaux, etc., sauf à travers les impacts financiers qu'ils peuvent avoir. Donc on n'est pas, on verra tout à l'heure dans les travaux que nous faisons, il y a un pas qui est franchi entre les états financiers stricto sensu et l'information financière plus généralement. Et puis enfin, on est aussi challengé sur le plan de la technologie. Parce que on répond, comme je vous le disais, aux besoins des investisseurs, et là on est un petit peu comme un fournisseur vis-à-vis de ses clients. Les besoins des clients évoluent, ils commencent à travailler différemment, le monde se digitalise, et bien il faut que nous y répondions. Et c'est d'ailleurs l'objet de la slide suivante. Si je ne me trompe pas, c'est une initiative en fait qu'on est en train de démarrer dans la maison IFRS, qui est on est au stade quand même de regarder ce que doivent être nos efforts, mais dans tous les aspects. Alors non seulement ce que je viens de signaler, c'est-à-dire la consommation de données en fait à base sur des supports électroniques, mais ça peut aussi affecter la manière dans nos procédures même de normalisation, celles qui sous-tendent notre travail. Enfin, ça peut avoir des exceptions assez larges. Donc ça, c'est dans les années qui viennent, vous verrez sans doute des changements et des évolutions venir de ce côté-là. Il y en a déjà à travers tous les travaux que nous faisons pour avoir la meilleure taxonomie possible. Alors, j'espère que j'ai répondu, Odile, à l'aspect légitimité. Tout à fait. Oui, j'ai donné les éléments qui montrent que toutes les juridictions qui nous ont fait confiance ont eu raison de le faire, qu'on a trouvé donc un équilibre. Et en fait, le processus d'adoption des IFRS à travers le monde, c'est un processus continu, il n'est pas figé. Sur cette carte donc, qui vous est présentée, on vous signale que 144 de 166 juridictions ont rendu les IFRS obligatoires pour leurs sociétés cotées. Et sur cette carte, vous voyez en fait toutes les régions du monde dans lesquelles c'est déjà le cas.
Alors, non, on va rester sur la précédente, pardon. Alors, on voit que quand on dit 87%, on y va sur un nombre de juridictions. Donc, c'est sur cette base-là, effectivement, qu'on arrive au plus gros pourcentage. Si on faisait ça sur la base de la capitalisation boursière, on arriverait à un autre chiffre bien inférieur, puisque les zones en blanc ne sont pas des zones à négliger, mais j'aurai quelques commentaires sur chacune d'entre elles. D'une part, les États-Unis, bon, on sait que les États-Unis, malgré tous les efforts qui ont été faits dans le passé, les États-Unis n'ont pas souhaité même ouvrir la possibilité des IFRS pour leurs sociétés domestiques. Elles ont ouvert leur marché financier aux IFRS pour tous les émetteurs étrangers, ce qui manifeste quand même une présence importante des IFRS et qui focalise d'ailleurs l'attention des SEC sur les IFRS, mais pas sur leurs entreprises nationales. Vous voyez aussi la Chine. Alors la Chine garde, mais la Chine, c'est le reflet de la politique de la Chine, a des normes comptables nationales chinoises, mais qu'il calque, au moins dans les grands principes, dans les principes, sur les IFRS, et ils peuvent adapter à ce qu'ils considèrent être leurs caractéristiques propres les modalités pratiques d'application. Normalement, ils sont alignés. Leurs modalités pratiques d'application doivent être cohérentes avec les principes, les obligations qui sont faites dans les normes. Ils les contrôlent plus étroitement en fait qu'ailleurs. Et enfin, il y a l'Inde, et l'Inde est dans un processus actif de convergence avec les IFRS. Peut-être qu'un jour, les normes comptables indiennes qui sont déjà beaucoup rapprochées seront alignées. Donc là, on voit quand même que ce sont des grands marchés qui sont bien empreints d'une manière ou d'une autre des IFRS. Et puis vous voyez le nord de l'Afrique, avec énormément de pays de l'Afrique francophone. Et en fait, l'Afrique francophone a adopté les IFRS pour une application qui va venir. Et donc cette partie-là, elle est beaucoup plus bleue que précédemment. Ce qui explique d'ailleurs le slide suivant, que je vais commenter beaucoup moins. On voit que là, on a en rouge et en vert ceux qui demandent ou permettent l'adoption des IFRS, et que l'Afrique est quasiment entièrement couverte. Voilà. En termes de PIB, je crois qu'on est à 54%, quelque chose comme ça. Hein. De toute façon, on est au-delà. Oui, on est passé au-delà de la majorité. Je n'ai pas commenté le Japon. Le Japon est dans un processus d'adoption des IFRS volontaires par les entreprises, et le nombre d'entreprises cotées, en fait les plus grandes, progressivement adoptent les IFRS au Japon. Et alors ça nous donne en fait, pour voir les choses sous un autre angle, 27 000 entreprises cotées aujourd'hui qui appliquent les IFRS de par le monde sur 88 places boursières. Et on a aussi, n'oublions pas, pour 65% de ces juridictions, une application également possible ou requise des IFRS dans les comptes sociaux, ou alors dans des sociétés non cotées mais qui sont essentiellement des institutions financières. C'est le cas de l'Italie par exemple, qui a imposé des IFRS à ces sociétés qui ont une responsabilité fiduciaire vis-à-vis du public. Merci donc pour ces aspects internationaux. On va maintenant faire un focus sur l'Union européenne. L'Union européenne s'intéresse également de près aux questions de reporting financier. On va parler des évolutions récentes et de voir un petit peu quel est le point de vue de l'IASB sur ces évolutions. Tout d'abord, la réforme de l'EFRAG intervenue en 2014, qui permet maintenant à l'EFRAG d'avoir un board décisionnaire avec un rôle politique fort. La Commission européenne a également transféré à l'EFRAG la responsabilité des études d'impact. On sait que l'EFRAG aujourd'hui est en quelque sorte la voix comptable de l'Union européenne. Alors comment est-ce que l'IASB réagit face à cette position de l'EFRAG ? Alors, je crois que l'IASB a, à travers les années, toujours accordé beaucoup d'attention aux travaux et aux prises de position de l'EFRAG.
Depuis des années, il y a toujours eu un membre de l'IASB dans toutes les réunions du groupe d'experts techniques qui prépare les positions techniques, enfin à l'époque qui en prenait la charge et aujourd'hui qui prépare les positions techniques de l'EFRAG. Et ça n'a pas changé. L'IASB est extrêmement respectueux de la manière dont chaque juridiction décide de s'organiser dans son processus d'adoption des normes, et donc l'EFRAG compte comme des parties prenantes à laquelle nous accordons beaucoup d'importance, mais comme on accorde de l'importance à toutes les parties prenantes, parce que nous sommes indépendants, mais nous avons un devoir, donc nous formons chaque membre du board va prendre ses décisions de manière indépendante, mais indépendante ça ne veut pas dire sourd et aveugle. En fait, indépendant ça veut dire quelqu'un qui va avoir raisonné et tous les arguments qui vont lui être présentés, donc quelqu'un qui va s'exposer. Donc on s'expose à la critique active et constructive de l'EFRAG comme on s'expose à la critique aussi constructive et positive des autres parties prenantes. Sur les analyses d'impact, je peux peut-être montrer une petite planche qui suit, puis on reviendra à la précédente après. Je voudrais vous mettre en évidence en fait que l'Europe, en fait je pense qu'il faut dire, l'Europe a fait évoluer l'IASB sur les études d'impact. Ça a démarré en 2011 par la publication par l'EFRAG d'un document de réflexion qui voulait mettre en évidence à quel point il était important avant de finaliser une norme et en fait tout au long de son élaboration, d'évaluer les impacts des décisions que nous prenions. C'est quelque chose qui se faisait peu, voire pas du tout, qui commençait peut-être à évoluer, mais je pense que cette action de l'Europe, qui a été soutenue par les autres juridictions, a eu une influence importante. Et à l'époque, c'était en fait les administrateurs de la Fondation qui avaient demandé à l'IASB d'organiser un groupe de travail pour voir comment ces analyses d'impact devaient être faites. Et je crois aussi qu'il y a eu une intervention du Monitoring Board sur ce sujet, donc un souci des autorités publiques. Donc, on est en phase de finalisation d'une révision de ce qu'on appelle le Due Process Handbook. Le Due Process Handbook, c'est un manuel de procédure de l'IASB. C'est ce qui définit comment nous devons travailler et comment nous interagissons en particulier avec le public. Quelles sont les étapes que nous devons suivre dans la normalisation. Et il est donc, je le disais, en cours de révision. Et sur l'aspect des analyses d'impact, on voit qu'on incorpore dans notre manuel de procédure aujourd'hui la traduction de la manière dont notre pratique a évolué sous l'influence que j'ai décrite. Et donc on inscrit bien dans le marbre que ces études d'impact sont effectuées au fil de l'eau. Alors on est sur le point par exemple on va le voir, de publier un exposé sondage sur la présentation des états financiers. Vous trouvez dans les bases de conclusion tout un chapitre consacré à l'analyse d'impact. C'est-à-dire en fait, on espère que ça va être commenté pour qu'on affine notre compréhension des impacts de nos propositions. Très bien. Deuxième sujet au plan de l'Union européenne. On revient en arrière. Normalement, je suis revenue en arrière. Je vois que le slide ne s'affiche pas. Le deuxième sujet, c'est l'union des marchés de capitaux, effectivement, qui remet un petit peu au premier plan la capacité de l'Union européenne à modifier le référentiel IFRS. Et notamment, il y a un sujet un petit peu sensible, qui est le traitement comptable des actions détenues à long terme. Alors, quelle est la position de l'IASB sur cette question? Alors, tous les travaux de l'Union européenne sur le marché unique des capitaux est principalement centré sur ce sujet-là, et les aspects d'information financière ne sont qu'une incidente.
On a été d'ailleurs surpris à l'ISB, et on l'a fait savoir, que ces consultations qui étaient entreprises par la Commission européenne donnent lieu à une nouvelle consultation sur le fait de savoir s'il fallait donner à l'Europe la capacité d'amender ou non les normes. Finalement, je crois qu'il y a eu des réponses qui ne soutenaient pas cette proposition en grande majorité, malgré les Français, je devrais dire. Et puis, il y avait aussi des interrogations, effectivement, toujours les mêmes. Je vous disais en entrée de jeu, on a été challengé au cours des années sur le fait de savoir si la manière dont on émettait nos normes était compatible avec l'investissement à long terme. Et là, le traitement, effectivement, des actions dans les comptes, à travers les modifications qui ont été entraînées par la norme IFRS 9, ont été continuent en fait d'être discutés au niveau européen. L'ISB, dans la finalisation d'IFRS 9 n'a pas suivi les recommandations européennes et l'Europe ne lâche pas. Alors, nous, pour l'instant, quand le sujet a été évoqué, notre vice-présidente qui est notre championne IFRS 9 a publié un article pour expliquer toutes les bonnes raisons des décisions que l'ISB avait prises, qui est une façon peut-être de prendre tous les détracteurs à rebrousse-poil, mais qui avait le mérite d'afficher qu'on avait vraiment beaucoup réfléchi au sujet et on ne voyait pas pourquoi on changerait. Oui. Maintenant, je crois que l'EFRAG doit remettre un avis, une recommandation à la Commission européenne sur ce sujet à la fin du mois. Et on verra ce qui se passe ensuite. Voilà, à suivre donc cette question. Et quant au Brexit, alors comment est-ce que le board voit la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne avec ses conséquences sur la normalisation? Ça a été un sujet d'attention, bien évidemment, tout changement politique important et surtout sur une juridiction qui est aussi importante en termes de capitalisation boursière et d'influence comptable en fait en Europe, on l'a suivi. Alors finalement pour nous ça ne va pas changer grand-chose, on va avoir juste une juridiction indépendante de plus. On a su, en plus on sait comment ils vont s'organiser. Grosso modo, le Royaume-Uni va se doter d'un processus d'adoption des IFRS qui ressemble à s'y méprendre à celui de l'Europe, avec un groupe d'experts techniques qui va être constitué sur le même mode de gouvernance que l'était l'EFRAG avant la réforme de 2014. Donc on reprend quand même les bonnes idées éprouvées par l'Europe. Sur le plan, moi je pense que sur le plan de l'influence auprès de l'ISB, tout le monde va perdre. Parce que, alors j'ai bien vécu toute la manière dont les positions européennes se construisaient par le passé, et j'ai toujours trouvé que le Royaume-Uni tempérait ou l'Europe continentale tempérait le Royaume-Uni, enfin je ne sais pas qui tempérait, bref ils se tempéraient ensemble, et ça arrivait à des positions finalement qui avaient beaucoup plus de chances d'être prises en compte par l'ISB, parce qu'elles avaient en fait des points de vue très divergents. Au tout début on ne pouvait pas trouver plus extrême qu'un point de vue français avec un point de vue anglais. Mais au fil du temps aussi, les gens se comprennent mieux et les choses se rapprochent. Mais toujours est-il qu'il y avait au sein de l'EFRAG, avec le Royaume-Uni, une façon de bien entendre un point de vue opposé. Et une vision anglo-saxonne de la comptabilité qui correspond à la vision IFRS quand même, globalement. Qui correspond à la vision des Anglais. Oui. Les IFRS, on est internationaux, donc j'espère qu'on reflète une vision en tant que telle. Donc on va voir, j'ai compris qu'ils mettaient ça en place et on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va faire une compétition en fait d'influence qui ni l'une ni l'autre ne seront tempérées, donc qui va permettre à l'ISB de piocher, moins de consensus, donc moins de capacité à être conduit vers une solution qui a déjà trouvé un bon équilibre. Donc nous, ça va nous mettre aussi, on va perdre aussi
Ouais, une source de complications. Pour faire un bon équilibre entre les différentes, il va falloir qu'on le fasse chez nous. Ouais. Alors que quelque part, au sein de l'Europe, qui était vraiment multifacette, ça s'était bien préparé. Donc moi, personnellement, je pense que tout le monde y perd dans cette histoire. Bien. Et pour le reporting financier, alors l'Union européenne, on le sait, la Commission européenne veut placer l'Europe en termes de position de leader, tant sur le reporting financier que extra-financier. On a le développement du rapport intégré, d'informations sur la gouvernance, d'informations extra-financières, environnementales, etc. Et on a l'impression que le rôle des États financiers là est un petit peu en train de reculer au milieu de cette masse d'informations. Est-ce que donc l'IASB s'intéresse aussi à ces sujets plus globaux de reporting au-delà des états financiers? Alors je l'ai dit un petit peu déjà dans les premiers propos. On a une perception de notre champ d'action finalement qui est large, qui englobe toute l'information financière comme je l'ai décrite précédemment. Bien évidemment, on ne va pas au-delà des responsabilités qui nous sont confiées par les juridictions et qui, elles, sont limitées aux normes qui s'appliquent de manière obligatoire aux états financiers. Alors il y a un certain nombre de gens effectivement qui nous disent les états financiers perdent de leur intérêt. Bon, on a évidemment suivi ce questionnement auprès de nombreux représentants d'investisseurs et ils nous disent pas du tout. Et là je vais faire plaisir à la profession comptable et en particulier au président de la compagnie, puisque les états financiers ont une vertu pour les investisseurs de poids, ils sont audités. Et donc, effectivement, ils ne sont pas prêts de perdre leur pertinence et leur importance. Et puis, tout à l'heure, je vous parlerai de ce que nous faisons en matière de rapport de gestion. On a déjà des modalités pratiques d'établissement d'un rapport de gestion. On est en train de travailler sur sa révision et je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Très bien. Alors si on regarde maintenant de manière concrète l'application du référentiel une fois que les normes sont publiées, une des critiques qui a pu être faite à l'IASB, du moins dans les 10 premières années après sa réforme, c'était qu'une fois que l'IASB avait publié ses normes, en fait, elle ne s'occupait plus trop de leur vie. Quant au comité d'interprétation des normes, est-ce qu'il était vraiment efficace? Voilà, qu'en est-il aujourd'hui sur ce thème? Alors effectivement, le titre de cette section, c'est « Objectifs stratégiques, la convergence dans les pratiques ». On a bien une ambition d'avoir une information financière comparable dans les états financiers des entreprises et non pas juste un label de conformité qui couvrirait des réalités très différentes. Donc, faire en sorte que dans la réalité, la comparabilité sur laquelle on travaille au niveau de la normalisation se matérialise est un sujet d'attention important et c'en est devenu un objectif stratégique. Donc on a décidé, d'ailleurs je ne sais pas si c'est en réponse aux critiques ou si on l'a fait assez naturellement, parce que pour nous c'est naturel d'avoir ce souci, de faciliter la compréhension par ceux qui doivent appliquer les normes de ce que disent les normes pour qu'effectivement tout soit appliqué de manière cohérente et qu'on ait bien donc ce corps de normes unique comme on s'en réclame. Donc en fait, en même temps, le souci dans tout ça, c'est de bien faire notre travail de normalisateur et de ne pas faire le travail des autres. Alors le travail des autres, c'est toujours les entreprises qui sont responsables de la manière dont elles émettent les comptes, les auditeurs qui vérifieront la conformité, les régulateurs qui s'assureront eux aussi que tout est bien respecté, puis enfin les investisseurs qui en feront leur propre usage. Alors la question c'est qu'est-ce que nous en tant que normalisateurs, une fois qu'on a publié une norme, on peut et doit faire. Alors c'est déjà de faire au maximum dans le processus de normalisation lui-même. C'est pour ça qu'au fil des années, les consultations se sont énormément étendues. Donc essayer d'arriver au produit fini de la meilleure qualité possible. Ça reste une priorité forte, mais ça ne s'arrête plus là.
on produit aussi énormément de matériel, que ce soit des brochures, des articles, des interventions dans des conférences, des webinaires, qui ont vocation à répondre aux interrogations que se posent les praticiens dès lors qu'une norme est publiée. Et puis, on a, quand on émet une nouvelle norme, si elle est si son importance le justifie, on met en place ce qu'on appelle un groupe de transition, c'est-à-dire qu'une fois la norme publiée, on prend ceux qui se confrontent à son application, donc des auditeurs et des représentants d'entreprises, on les met dans une salle et ils nous amènent, et en fait, tout le monde est amené à poser des questions que traite ce groupe pour savoir, pour bien comprendre comment s'applique la norme. C'est relativement récent aussi, ces groupes de transition. Ces groupes de transition, ils ont effectivement démarré avec la norme sur le chiffre d'affaires, IFRS 15, et à vrai dire, ils ont démarré parce que cette norme était développée avec le FASB et que le FASB mettait son propre groupe en place. Donc on a décidé de le faire conjointement. Et puis après, on a trouvé que c'était une bonne idée. Et on l'a pas mis en place pour les contrats de location, mais on l'a mis en place de manière totalement indépendante sur la partie d'IFRS 9 qui a trait au modèle de dépréciation des instruments financiers. Et on a aussi fait ça pour la norme assurance. D'ailleurs, le groupe est encore actif. Et puis on a surtout donc ce comité d'interprétation qui était fort critiqué parce que alors un problème était soulevé à l'IFRIC, enfin au comité d'interprétation, et on voyait ce qu'à l'époque s'appelait des rejets d'agenda. Non, je ne traite pas de ce sujet parce qu'en fait le board est en train de travailler sur un sujet connexe, et d'ailleurs à l'époque il y avait tellement de sujets ouverts qu'il y en avait très peu qui échappaient au projet de normalisation du board. Ou alors c'est trop compliqué, j'ai pas les moyens de le faire, ou bien c'est un sujet qui n'a pas d'application suffisamment large en pratique pour justifier notre intervention. Voire nous ne faisons rien parce qu'en fait on a regardé puis les normes sont claires. Donc c'était pas très utile. Donc les choses ont évolué. L'idée c'était, parce que c'est en fait le public qui a réagi en disant vous nous dites que les normes sont claires, mais au départ on vous a posé un problème. Donc si on vous a posé un problème, c'est qu'on ne trouvait pas que les normes étaient claires. Donc puisque vous êtes arrivé à cette conclusion, donnez-nous donc le détail du raisonnement que vous avez suivi pour arriver à cette conclusion. C'est la moindre des choses que de partager ça avec nous. Donc ça a été fait, mais c'est... Et d'ailleurs, vous allez le voir dans la suite de ce que je vais vous présenter, c'est un sujet qui est difficile parce que, et d'ailleurs c'est comme pour toutes les actions de formation, d'éducation qu'on fait, c'est important de ne pas réécrire la norme, elle est écrite et elle doit rester telle qu'elle est écrite. C'est important d'apporter une réponse positive aux questions qui se posent. Et en même temps, il ne faut pas non plus empêcher les gens de développer, en particulier quand une norme vient d'être publiée, de dérouler leur plan de mise en œuvre de la norme tel qu'ils l'ont compris. Donc ça reste un défi de chaque moment d'avoir la réponse juste et utile. Alors j'ai déjà un petit peu dit ce qu'on fait pour la nouvelle norme, donc je ne vais peut-être pas commenter ça plus avant. Et pour les normes qui sont déjà mises en œuvre depuis pas mal d'années, là on a, je crois, d'ailleurs c'est vrai aussi pour les nouvelles normes, mais c'est peut-être encore plus vrai pour les autres, on a des échanges très réguliers avec les principaux cabinets d'audit et les régulateurs, de façon à ce qu'ils nous fassent part des difficultés rencontrées, des problèmes de divergence de pratiques qu'ils repèrent. Ça va inspirer directement toute une série de supports de formation, si je veux les appeler comme ça. Et puis il y a les questions qui sont formellement posées au comité d'interprétation, donc il y a une partie prenante qui écrit
et là toutes les demandes sont traitées, et elles vont soit donner lieu à ce qu'on appelle une décision d'agenda, c'est-à-dire, en général, une décision d'agenda, c'est dire qu'il n'y a pas, qu'une normalisation n'est pas nécessaire, qu'un effort de normalisation sous la forme d'une interprétation ou d'un amendement mineur n'est pas nécessaire, ou alors, au contraire, de lancer un petit effort de normalisation. Alors comment le comité travaille? Il reçoit une question, il a une série de critères, il faut quand même que il y ait suffisamment le sujet soit suffisamment pertinent pour qu'il soit traité. Est-ce que le sujet suffit? Est-ce qu'on peut le circonscrire? Parce que dans nos efforts de normalisation, c'est un souci constant, c'est de ne pas s'embarquer au-delà de ce qui est nécessaire. Parce qu'on va vite, on travaille sur un petit point, puis alors le petit point il a un lien avec un autre petit point, bon, on va mettre ce petit point en plus, et on aurait des vrais champignons, on n'arriverait plus à assurer l'efficacité de notre travail. Donc il faut rester. C'est un peu frustrant quand on est dans le public et qu'on se dit mais c'est juste à côté, pourquoi ils le font pas? Mais en réalité, pour maîtriser le système de normalisation et le laisser efficace au maximum, il faut faire comme ça. Et donc, s'il y a effort de normalisation, si l'interprétation, le comité d'interprétation a l'autorité pour le faire, si c'est la modification de normes, alors il nous prépare en fait une proposition d'amendement que nous discutons au niveau du board. Et sinon, si ce n'est pas la normalisation, ben c'est ces fameuses décisions d'agenda que j'ai commentées, qui expliquent comment on applique les normes par rapport à un cas pratique. Alors, l'IFRIC suit après avoir été taxé d'inefficacité, suit très régulièrement. Là, vous n'avez pas toute l'année, il y a eu le mois de novembre qui s'est rajouté, donc ça fait à peu près une trentaine de questions traitées dans une année. C'est beaucoup, et surtout quand on compare aux années qui ont justifié ces critiques. Alors là, c'est juste un échantillon pour vous montrer ces fameuses décisions d'agenda. Donc, une façon légère en termes de ressources, de consommation de ressources, donc qui se veut efficace en réactivité et en consommation de ressources, dans la manière dont on aide les personnes. Et alors, c'est pas pour vous dire que les sujets étaient seulement sur les nouvelles normes, c'est pour vous montrer qu'ils ont en particulier affecté ces nouvelles normes 9, 16 et 15. Et puis aussi que le comité est amené à traiter des sujets émergents comme les crypto-monnaies ou les accords de services, de partage de données qu'on a vu fleurir. Donc c'est juste pour illustrer à quel point ça permet de laisser le normalisateur attentif et réactif à tout ce qui émerge, soit dans l'application, le service après-vente sur les nouvelles normes et sur les autres, ou bien de voir comment des normes qui n'ont pas été écrites avec des phénomènes qui n'existaient pas en tête peuvent s'appliquer. Alors justement, si on veut prendre juste un exemple concret avec IFRS 16 qui effectivement est au cœur de l'arrêté des comptes 2019 pour les sociétés cotées européennes, il y a eu un gros débat sur l'agenda decision par rapport à la durée du contrat de location. Est-ce que vous pouvez juste développer ce petit point-là à titre illustratif? Alors oui, il y a une grosse controverse puisque il y a eu, et ça suggérait beaucoup de commentaires de manière assez inhabituelle. L'IFRIC a reçu 30 lettres de commentaires sur son projet de décision d'agenda. Et dans ces 30 lettres commentaires, elles n'étaient pas toutes supportées, il y en avait 22 qui étaient opposées à cette décision d'agenda. Et d'ailleurs là, le débat n'était pas nécessairement seulement sur le fond, de savoir si le traitement est approprié ou pas. Je crois que le message qui était passé par nombre de ces commentateurs, c'était de dire, écoutez, c'est bien gentil, mais il y a plusieurs façons de lire cette norme. Vous la lisez comme ça, nous on la lit comme ça, et il n'y a qu'un effort de normalisation qui peut, que ce soit une interprétation ou un amendement, qui peut répondre à la question. Alors pour vous donner la conclusion qui a été faite et qui vous montre en quel point c'était effectivement un sujet de controverse, la finalisation s'est faite dans la réunion de l'IFRIC du mois de novembre et l'agenda decision, donc la décision d'agenda, elle a été
décidé sur la base d'une majorité de 7 contre 6. En ce moment, il n'y a que 13 membres actifs. Donc la controverse, elle a continué. Mais il y a une majorité pour la publier, donc elle est en train d'être publiée et donc d'être là aussi, a priori, de donner lieu à application obligatoire. Alors ça, je vais revenir à notre révision de manuel de procédure dont j'ai parlé tout à l'heure. Non plus pour parler des analyses d'impact, ça je l'ai fait, mais pour parler de justement la manière dont ce manuel de procédure essaie de clarifier, de répondre à un certain nombre de critiques qui au cours du temps se sont fait connaître sur ce problème des agenda decisions. On avait déjà un problème, c'est que suivant les juridictions, les régulateurs portaient une attention différentes à ces agenda decisions. En Afrique du Sud, le régulateur, il ne les regarde pas. Donc les émetteurs, ils font ce qu'ils veulent. Ils les observent, ils ne les observent pas. En Europe, vous le savez, l'ESMA et tous les régulateurs européens coordonnés par l'ESMA disent une agenda decision, ça s'applique, c'est la loi. Mais accepte que ça se fasse à travers une modification de normes comptables. En Corée du Nord, le régulateur, il a dit, ben voilà, l'IFRIC a clarifié les choses, vous avez mal lu la norme, et ben ça sera une correction d'erreur. Donc suivant la manière... alors il fallait que... Alors tout le monde nous disait, mais clarifiez donc, dites donc que ces agenda decisions, elles ont une portée obligatoire. Et nous on dit non. Elles ne sont que le reflet de quelque chose qui est obligatoire. Et on vous explique comment l'obligation est articulée dans la norme. C'est ce que fait une agenda decision en fait. Elle vous explique comment l'obligation est articulée dans la norme. Elle vous aide à lire la norme pour la résolution d'un cas pratique exposé. Et donc, dans cette révision du manuel de procédure, on essaie de répondre en fait à ces différents problèmes, donc de mieux faire comprendre ce que c'est qu'une agenda decision. Ce n'est que le reflet des normes existantes, donc pas de statut propre. Donc les commentaires, beaucoup de commentaires ont été reçus, la période de commentaires s'est terminée fin juillet, et là ce qu'on a vu, c'est dans beaucoup de lettres, il y avait la demande soit d'une majorité qualifiée au niveau du comité d'interprétation, soit d'une validation par le board, et nos administrateurs doivent décider avant la fin de l'année des mesures qu'ils vont prendre. Je ne peux pas vous dire ce qu'elles seront, mais il y a une pression forte pour que, par exemple, une majorité de 7 à 6 à l'IFRIC ne puisse plus, si jamais ils prennent la décision, avoir force de publication. Très bien. Et justement, si je reviens à cette application, ce souci d'application cohérente des normes qu'on a au niveau européen, on voit que l'ESMA publie des déclarations publiques, par exemple en juillet dernier sur la comptabilisation des impôts différés actifs suite à des reports déficitaires. Comment est-ce que l'IASB voit ce type de publication ? Alors, je vous ai dit, il y a énormément d'interactions entre les régulateurs et la profession comptable. Parce que nous, on n'a pas la capacité d'observer les choses en pratique, et les régulateurs, ils se saisissent de leurs responsabilités, et les auditeurs aussi d'ailleurs. Les grandes firmes d'audit publient leur manuel auquel tout le monde se réfère sur la manière dont il faut appliquer les IFRS. Donc les régulateurs finalement, et l'ESMA dans le document auquel vous faites allusion, ne fait rien d'autre que ce que fait une firme d'audit. Alors le danger pour tous ceux qui font ce genre de choses, c'est de commenter éventuellement à côté de la plaque. Mais je crois que, alors moi je suis pas partie prenante, en tant que board member, je suis pas partie prenante à tout ça. Ça se fait essentiellement avec le personnel technique de la fondation qui est dédié à ces sujets, avec l'intervention d'un certain nombre de mes collègues qui sont affectés aussi à ce processus. Et donc
je pense que les textes arrivent, sont soumis en fait pour lecture, commentaires, pour s'assurer qu'on n'est pas en train de partir sur des interprétations nationales ou locales. Mais franchement, ce genre de choses, ça aide à la convergence des pratiques, donc c'est positif. Parfait. Et de manière plus globale, justement, on voit que l'interprétation, la mise en œuvre des normes soulève des questions de jugement professionnel, mais c'est normal parce que ce sont des normes basées sur des principes. Récemment, je crois qu'il y a une journée débat sur les FRAC, justement, est-ce qu'il n'y a pas trop de principes, plus de règles, trouver un juste équilibre entre peut-être des règles d'application des principes. Enfin, là encore, comment trouver un petit peu la voie du milieu qui permettrait d'appliquer les normes de façon cohérente. Alors c'est un vieux débat. J'ai plusieurs éléments de réponse qui sont ma réponse, donc chacun l'apprécie. Apprécie ce sujet comme il le voit. Moi, mon premier commentaire, c'est que nous nous adressons au monde entier. Il y a des dispositions pratiques d'application, un choix de taux d'actualisation ou autres, pour lesquels on doit décrire l'objet, mais où c'est à ceux qui appliquent de mettre en œuvre en fonction de leur contexte propre, que ce soit un contexte géographique ou que ce soit un contexte purement économique chez l'émetteur. Et plus on va prescrire, plus on va uniformiser. Alors on va être content, tout le monde fait pareil. Sauf que quand même, les normes comptables, c'est fait pour refléter la singularité économique. C'est pas fait pour que tout le monde apparaisse pareil, si en réalité il y a des vraies différences de substance. Donc personnellement, moi je suis convaincue qu'à défaut d'avoir recours à des principes, on ne peut pas avoir une portée internationale et on ne peut pas véritablement permettre à l'émetteur de décrire en fait à travers les normes comptables sa véritable réalité économique. Donc ça c'est et le troisième point, c'est que on voit la vie évolue, les choses changent. Si vous avez une règle qui est précise, donc qui va se référer à un contexte d'aujourd'hui, il y a toutes les chances qu'elle soit complètement obsolète quelques temps plus tard. Et notre processus de normalisation est un processus qui est naturellement long, donc il ne faut pas qu'on court après la réalité. Donc il faut qu'on ait des modalités qui soient le plus pérennes possible aussi. Alors maintenant, quand on dit qu'on n'est qu'un corps de principes, alors certains disent, mais avec des principes, chacun fait ce qu'il veut. Ben non. Si notre norme est bien faite, on a des modalités pratiques d'application qui sont obligatoires et qui sont une façon de canaliser le jugement de ceux qui ont à mettre en œuvre le principe, de telle sorte qu'ils aboutissent à une conclusion. Ils ne sont pas laissés libres à eux-mêmes. Les modalités pratiques d'application, je vous assure que ça, si elles sont bien faites, alors il peut y avoir des défauts, d'accord ? Comme dans tout produit, il peut y avoir des défauts. Mais si la modalité pratique d'application est bien conçue, elle canalise, et normalement face à une situation économique identique, les conclusions devraient être les mêmes. Donc je ne crois pas qu'il faille Alors après, qu'on est sur des juridictions, éventuellement des choses qui soient définies comme étant, quand c'est géographique, quand l'aspect n'est pas la réalité économique de l'entreprise en particulier, mais un élément qui s'applique de manière géographique à un ensemble d'émetteurs, qu'on ait des régulateurs qui, comme ça se fait sur... des normalisateurs, on a vu le communiqué de l'ANC sur les baux 369, c'est quelquefois le normalisateur national qui voilà, enfin je veux dire, pourquoi pas? Parce que au moins... on parle du même sujet et ça permet d'avoir des convergences de pratiques sur, le cas de l'ESMA c'est un peu ça, oui. Des convergences de pratiques sur des questions qui paraissent ambiguës à certains.
Alors l'actualité des normes a été importante en 2018-2019 avec l'entrée en application de 3 normes majeures sur le chiffre d'affaires, sur les instruments financiers et sur les contrats de location. Donc beaucoup de travail chez les émetteurs, pour les auditeurs aussi bien sûr, enfin pour toutes les parties prenantes. Est-ce qu'on peut raisonnablement s'attendre maintenant à une stabilisation du référentiel pour les années à venir? Alors la demande d'une période stable dans laquelle on peut enfin travailler tranquille sans regarder ce que fait l'IASB pour savoir ce qu'on va devoir dépenser comme projet de mise en œuvre. Moi je crois qu'on peut dire quand même que avec la finalisation des normes que vous avez citées et qu'il faut effectivement inclure la norme sur les assurances qui n'est pas dans sa version définitive, on le sait maintenant, on ne s'attend pas, il ne faut pas s'attendre, et je vais vous commenter tout à l'heure ce qu'il y a dans notre plan de travail en fait, et je vous le redémontrerai à ce moment-là. Il n'y a pas de grand chantier de normalisation qui s'applique à tout le monde et qui ont un impact sur la manière dont on comptabilise des transactions. On a en fait, à l'issue de la consultation de 2015, identifié un besoin fort de travailler en fait sur tout ce qui était communication financière. Donc essentiellement présentation des états financiers et puis information en annexe. Donc oui, puisque je vous disais qu'on a un exposé sondage qui va être publié, oui, il y a des changements qui arrivent, mais qui ne portent pas de façon générale sur les aspects de comptabilisation et d'évaluation dans les comptes. Donc c'est quand même ces éléments-là qui sont le plus perturbateurs, j'aurais tendance à dire. Même s'ils vont vers, ils apportent une amélioration, ça perturbe quand même au moment où on met en œuvre. Et par rapport à ce qui sous-tend les normes, c'est-à-dire le cadre conceptuel, il y a une révision de ce cadre en mars 2018. On n'en a pas forcément beaucoup parlé parce que c'est vrai que le cadre conceptuel n'est pas une norme, il n'est pas adopté. Qu'est-ce qu'il a changé en fait ce nouveau cadre conceptuel? Alors, le cadre conceptuel, c'était une demande forte de l'Europe en particulier qu'il soit révisé. Et je me souviens des années où, quand on écrivait des commentaires, l'IASB dans ses bases de conclusion disait non, on ne peut pas faire ça, c'est pas conforme au cadre conceptuel. Et puis, sur telle autre proposition, on disait regardez, si vous faisiez ça, c'est conforme au cadre conceptuel. Dans ses bases de conclusion, l'IASB rédigeait ah bon, on ne fait pas ça parce que le cadre conceptuel est obsolète. C'était particulièrement agaçant. Je ne le cache pas, on avait l'impression qu'on avait tort à tous les coups. Donc, il nous a semblé, quand je dis on nous a semblé, c'est quand j'étais purement européenne, que pour avoir un bon dialogue avec le normalisateur et aussi une forme de responsabilité de l'IASB vis-à-vis du public, il fallait que les références conceptuelles sur lesquelles le board s'appuyait pour développer ces normes soient claires, bien connues, bien comprises, et que si jamais le board décidait d'y déroger, il explique pourquoi c'était nécessaire. Donc on attendait effectivement beaucoup du côté européen en tout cas de cette révision et je crois que c'est une révision qui a été importante et qui a donc été finalisée il y a récemment et donc les aménagements qui ont été faits par rapport au cadre conceptuel précédent sont de 3 ordres. D'abord, dans le cadre conceptuel précédent, il y avait toute une série de sujets qui n'étaient pas abordés. Et l'évaluation en particulier n'était pas l'un des moindres. C'est vrai que dans les débats, l'évaluation des actifs et des passifs, c'est un sujet clé. Et il y avait, grosso modo, aucune ligne de conduite. Donc, je pense que c'est important. On a vu aussi compléter sur les autres aspects de quand est-ce qu'on comptabilise, quand est-ce qu'on sort du bilan, comment on présente, quels sont les principes directeurs pour donner de l'information en annexe.
Et enfin, quand est-ce qu'on va comptabiliser une variation de valeur en résultat ou en autres éléments du résultat global. Donc tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas et qui donnaient lieu à pas mal de controverses, d'incompréhensions dans les échanges entre l'ISB et son public. Il y a eu aussi des mises à jour parce qu'avec le temps, on s'apercevait que ne serait-ce que les définitions d'actifs et passifs posaient des problèmes. Chacun se souviendra en particulier de cette interprétation d'IAS 37 sur les impôts bancaires, là, la taxe sur les activités bancaires, qui a donné lieu à pas mal de controverses parce que la réponse qui était donnée par les normes n'était pas satisfaisante, sauf que c'était ce qui correspondait à la définition d'un passif. Bon, on a mis à jour la définition du passif et on peut espérer que sur cette base, dans l'avenir, on pourra amender IAS 37. Et puis enfin, des clarifications sur des sujets qui faisaient beaucoup débat. Quelle était la place du devoir de reddition des comptes dans les normes, la prudence, le principe de prééminence de la substance sur l'apparence, etc. Et puis, très important aussi, quel est le traitement réservé à l'incertitude. Puisqu'on est dans un processus comptable, c'est un processus d'estimation, on est donc face à l'incertitude, comment on la traite en information financière pour que cette information financière elle soit à la fois pertinente et fiable. Et je voudrais revenir justement sur un principe cher aux Européens, la prudence. Il a été demandé qu'il soit réintroduit. Il a été réintroduit dans le cadre conceptuel, dans les informations qualitatives, les caractéristiques qualitatives essentielles dans la représentation fidèle. Mais cette interprétation, cette application pratique du principe de prudence est différente de celle de la directive comptable, puisque dans la directive comptable, on soutient la symétrie d'information avec la prise en compte des profits que lorsqu'ils sont réalisés, la prise en compte des pertes latentes immédiatement, alors que dans le cadre conceptuel, la prudence, on dit bien qu'elle ne soutient pas le principe d'asymétrie d'information, elle ne doit pas conduire ni à surévaluer, ni à sous-évaluer actifs, passifs, charges, produits. Donc cette interprétation différente, comment est-ce qu'on peut la concilier finalement? Eh bien, la position du cadre conceptuel, c'est bien de dire qu'il n'y a pas d'asymétrie de principe. Ça, c'est très clair. En revanche, on dit aussi qu'il peut y avoir des décisions justifiées qui soient des décisions asymétriques. Quand on est dans la norme sur le chiffre d'affaires et qu'on regarde comment on appréhende, par exemple, une rémunération variable, on voit bien que on est dans une position asymétrique, puisqu'on va demander un niveau de certitude sur le droit au chiffre d'affaires, le droit à la rémunération, avant de pouvoir comptabiliser. Et puis des asymétries comme ça, on en a par exemple dans la norme sur les provisions. On en a, c'est la liste des cas où les IAS IFRS conduisent à une asymétrie qui peut être associée au concept de prudence. La liste n'est pas courte et il n'y a pas de volonté d'aller contre. En revanche, si vous dites que le principe d'asymétrie doit s'appliquer dans tous les cas de figure, eh bien vous ne comptabilisez plus de variations de juste valeur à la hausse sur des actifs financiers. Alors que l'Europe l'accepte. Donc s'il y a une incohérence quelque part, je pense que j'ai pointé du doigt. Tout à fait. Bonne réponse. Donc... Alors oui, sur les effets de la révision de ce cadre conceptuel, en fait pour les émetteurs, faut retenir que grosso modo il n'y en a pas. On met à jour les références, mais on a bien expliqué dans
dans le document que logiquement ça ne doit pas donner un travail de changement. Ça peut dans des situations tout à fait exceptionnelles. En revanche, pour nous, ça a été d'application, et pour l'IFRIC, ça a été d'application immédiate, donc on s'y réfère. Et pour ceux d'entre vous qui, de temps en temps, vous référez au papier de travail du board, vous pouvez voir que les références aux cadres conceptuels sont fréquentes. Et je dois vous dire, en tant que membre du board, elles sont extrêmement utiles. Et en termes d'enseignants aussi. Je veux dire qu'on s'appuie beaucoup pour la pédagogie sur le cadre conceptuel. Les concepts sont très importants à comprendre pour ensuite pouvoir comprendre le détail des normes. Je suis contente de ce témoignage parce que je pense que il faut toujours revenir au pourquoi. Au pourquoi comment. Alors j'aimerais que nous revenions maintenant un petit peu plus en détail sur la norme sur les contrats d'assurance, donc IFRS 17 qui a été publiée en mai 2017, qui est une norme qui a remplacé donc IFRS 4, puisque IFRS 4 manquait d'un petit peu ne permettait pas la comparabilité en matière de comptabilisation de ces contrats d'assurance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur la mise en application de cette norme ? Avec plaisir. D'abord pour vous rappeler où on en est dans ce processus. Normalement on l'avait terminé. Puisque on a publié la norme définitive sur l'assurance au début de 2017. Et on avait dit c'est fini, c'est terminé. On a eu un processus de consultation extrêmement étendu, on a regardé le sujet sous toutes ses coutures, il y a eu plusieurs exposés sondages, après un document de réflexion, bref, on avait fait notre travail. Mais je vous ai dit qu'on avait aussi le souci d'accompagner la mise en œuvre. Donc on a eu là sur IFRS 17 la grosse armada avec le groupe de transition dont je parlais tout à l'heure, énormément de documents, de support, de formation, de compréhension de cette norme. Beaucoup inspiré d'ailleurs par les questions qui pouvaient mener. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous avez des questions, et en particulier sur les normes qui viennent d'être publiées, chaque membre du public peut faire un message sur le site de l'IASB. Et tout est traité, c'est-à-dire que quand on voit apparaître un document de formation, le plus souvent c'est qu'on a la même question ou plus ou moins la même question qui est arrivée 20 fois. Allez hop, il y a vraiment un souci de clarification, on va mieux expliquer. Donc on a eu toute la grosse armada en œuvre et qui a conduit en fait à identifier au printemps 2018 25 sujets. 25 sujets qui sortaient, où les gens nous disaient, parce qu'on est resté en contact avec tout un chacun tout au long de cette période après publication, là on rencontre trop de difficultés, là franchement c'est pas ce qui donne le résultat le plus pertinent, enfin bref. Alors ça a été aussi l'opportunité pour tous ceux qui de toute façon ne voulaient pas accepter la norme en l'état de relancer toute une série de ce qu'on considérait comme étant des vieux débats. On n'a rien laissé de côté. On a pris notre liste des 25 sujets, on les a descendus. Ça nous a amené à publier donc une série d'amendements l'an dernier, avec une période de commentaires qui s'est terminée fin septembre. Et on est en cours en fait de redélibération pour une publication qu'on espère qu'on cible pour la fin juin 2020. Partie intégrante en fait des amendements qui ont été proposés a été le recul de la date d'application obligatoire qui originellement a été prévue en 2021 et qu'on a proposé de repousser à 2022. Voilà. Alors ça, je vous l'ai dit, c'est tout ce qu'on a fait. Je vous l'ai dit, c'est ce que j'appelle la grosse armada. Ici, je ne vais pas vous les détailler l'une après l'autre parce que ça vous ennuierait vite. Mais c'est les différents sujets sur lesquels on a proposé des amendements. Franchement, parler d'IFRS 17, on peut le faire sur un webinaire spécialisé. Ça ne serait pas trop. Et il y a eu un rôle important de l'EFRAG, non, par rapport à ces amendements. On sait que lors du process européen d'adoption, l'EFRAG a soulevé un certain nombre de problèmes. Est-ce qu'on peut dire que l'EFRAG a un peu dicté sa loi à l'IASB ?
Alors, l'EFRAG a attiré notre attention, nous a envoyé une lettre effectivement signalant des points durs. Alors avec tout le langage qui va autour, en disant que vous ne pouvez pas préjuger de ce que serait la décision d'adoption. Mais enfin quand même, si on pouvait regarder, soulever un petit peu les sujets. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on porte une attention à l'EFRAG comme à toutes les parties prenantes. Bon, l'EFRAG, c'est une partie prenante particulièrement importante, mais c'est parmi d'autres. Donc oui, ça a une influence, mais de là à dire qu'on nous dicte la loi, non. Sinon, on n'aurait pas, par exemple, le problème sur le traitement comptable des actions dans IFRS 9. Hein. Si l'EFRAG avait la capacité de dicter sa loi. Il y a une oreille attentive. Plus qu'attentive. Plus qu'attentive. En fait, franchement, le processus de consultation est quelque chose qui est extrêmement pris au sérieux. Et on en a besoin. On peut pas élaborer une norme qui ait les qualités qu'on veut qu'elle ait, c'est-à-dire qui donne de l'information financière pertinente et fiable, sans le retour. Les conditions de mise en œuvre, c'est important. On a aussi cette contrainte du coût. Pourquoi aller imposer quelque chose qui coûte très cher quand éventuellement il y a une alternative tout aussi bonne ou qui ne fait pas perdre grand-chose et qui permet de faciliter la mise en œuvre. Donc il faut rester tout le temps à l'écoute. Alors maintenant, quand on aura fini en juin 2020, vous pourrez cocher pour voir si ce que nous a dit l'EFRAG dans sa réponse aux amendements a été satisfait. Pour l'instant, toute la liste est dans les sujets de redélibération, parce qu'à la séance de novembre, on a indiqué tout de suite les sujets sur lesquels on ne changerait rien, qui étaient déjà des sujets sur lesquels on n'a pas proposé d'amendement. On avait mis toutes nos analyses conduisant au fait qu'on ne proposait pas d'amendement dans les bases de conclusion, donc donnant l'opportunité à tout un chacun d'apporter de nouvelles considérations. Et dans les redélibérations qu'on entame ce mois-ci, qui vont durer jusqu'en février, figure non seulement la redélibération des amendements qu'on avait proposés, mais également certains sujets qu'on avait à l'origine écartés. Et l'importance de ces demandes d'amendement par rapport au processus au due process avec les exposés draft préalables à la publication d'IFRS 17. En fait, on n'avait pas résolu ces problèmes-là par les exposés sondages. Et par... non. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi ni comment. Je suis arrivée en janvier 2017. Effectivement. C'est-à-dire, je suis dans la liste à la publication, mais qui s'abstient du fait de sa récente nomination. Et oui. Alors on va revenir, on l'a dit tout à l'heure, le programme de travail du board s'étale sur 5 ans, donc nous sommes actuellement dans le programme 2016-2021. Est-ce que vous pouvez nous dire justement où on en est dans l'avancement de ce programme? Vous avez parlé de Better Communication, l'amélioration de la formation financière, effectivement, qui est au cœur de ce programme quinquennal. Voilà. C'est effectivement notre projet phare et notre projet très important. On l'a démarré donc à l'issue de cette période de consultation de 2015, à l'élaboration du plan avec les états financiers, les notes annexes. Notes annexes d'ailleurs notre travail sur les notes annexes remonte en fait après la consultation de 2011, c'est un travail qui a été commencé en 2013. On y a rajouté la révision de notre guide pratique d'établissement d'un rapport de gestion, donc je dirai quelques mots. Je vous disais tout à l'heure que il n'y avait en fait pas de normes en chantier qui allaient donner lieu à publication de nouvelles obligations comptables qui seraient applicables à tout le monde, en dehors donc de ces aspects de présentation. Alors quand vous regardez cette liste, l'autre sujet sur lequel on va publier une norme, c'est sur la comptabilisation des contrats d'activité régulée. Donc là c'est vraiment une petite population. Ça ne concerne évidemment pas tout le monde.
Et c'est un sujet sur lequel il y avait une énorme demande de tout le secteur, que ce soit du côté des entreprises ou du côté des investisseurs. Donc on sait qu'elle est attendue et que les entreprises vont être ravies de la mettre en œuvre. Donc ça fait une exception à la plateforme stable pour ces entreprises, mais elles le demandent. Après, les autres sujets que vous avez dans cette liste sont des sujets qui sont à l'état de recherche. Dynamic Risk Management, c'est la problématique de la gestion de risques de portefeuille par les banques. Ça concerne donc que les banques, mais de toute façon, on est toujours en projet de recherche, puisque ça date depuis 2003. Depuis 2003, l'IASB n'a pas encore trouvé la solution pour résoudre le problème du carve-out européen. Donc, toujours recherche. On ne sait pas si ça va, si ce qu'on est en train d'élaborer, on va tester. Avant de développer plus avant, on va tester pour voir si les idées sur lesquelles on repart cette fois-ci sont les bonnes. Mais on est toujours en recherche et de toute façon, ça concerne un secteur d'activité particulier. Et après, les trois autres sujets qui sont des sujets qui sont là, qui concernent tout le monde, distinction d'aides capitaux propres, comptabilisation de ROPAN sous contrôle commun, et les suites de la revue post-application d'IFRS 3 sur les comptabilisations des acquisitions et la mesure postérieure à l'acquisition de l'écart d'acquisition, ce sont des sujets qui sont vraiment à l'état de recherche. Donc sur dette capitaux propres, on a produit un document de réflexion qui a été débattu. On repart sur de nouvelles pistes en repartant en fait de la norme existante, mais on ne sait pas encore si on va reporter les travaux. Non, on les déroule, mais on les déroule, mais sans savoir aujourd'hui si on va, avec la voie qu'on prend, si elle va être positive. Donc c'est toujours de la recherche. Donc recherche, ça veut dire que l'horizon d'une norme, c'est pas avant 4-5 ans. Puis alors la dette effective, donc il y a du champ. Donc quand même, quand sur 10 ans, on n'aura pas eu de modification de comptabilisation et d'évaluation qui concerne tout le monde, en dehors de la maintenance des normes, bien sûr il y a des petits amendements, en dehors de grandes révolutions, je dirais de grands changements, je pense qu'on peut parler d'une plateforme stable. Voilà, on est rassuré. Alors oui, 2020, c'est une grande période de consultation. Je vous ai parlé déjà, je vous ai mentionné l'exposition d'âge sur les états financiers. On aura un sur le guide pratique du rapport de gestion révisé. Des documents de réflexion sur comment comptabiliser les acquisitions sous contrôle commun. J'ai parlé des suites de la revue post-application d'IFRS 3. On va y revenir en fait. Donc tout ça, voilà, c'est des choses qui sont vivantes. On est à un stade d'ailleurs du programme de travail où allez, hop, on est face au public. Vous êtes toujours face au public. Oui, de toute façon on élabore avec le public, mais je veux dire on arrive avec des propositions ou des pistes de réflexion. D'accord. Alors le projet phare. Comment mieux communiquer grâce à l'information financière IFRS. Donc je vous l'ai dit, trois composantes, état financier, notes annexes, rapport de gestion. Ça, c'est pour le contenu de l'information financière. Et puis, il y a ce que j'ai mentionné au début, tout un travail sur comment on met cette information à disposition sous un format électronique. Donc, la taxonomie IFRS, où il y a effectivement, c'est plus silencieux, mais il y a de gros efforts qui sont faits pour s'assurer qu'on ne perde pas en fiabilité, en pertinence à travers le filtre digital. Il y a une actualisation au fil de l'eau. Surtout sur la comparabilité. Donc si on passe aux états financiers... On va revenir sur ces trois projets. Voilà. Les états financiers primaires, donc on le sait, IAS 1 est peu prescriptive en matière de présentation de l'état du résultat net, d'où problème de comparabilité. Et puis dans les années récentes, on a vu aussi le problème de rapprochement de ces fameux indicateurs alternatifs de performance de plus en plus diffusés par les sociétés et problème de rapprochement avec l'information financière. Alors quelle est l'évolution du board en matière justement de présentation de cette information financière? Alors, ce projet, il est donc né après la consultation d'agenda 2015 et
tous les représentants d'investisseurs nous ont dit la priorité, c'est de mettre fin au vide sidéral de la norme de présentation des états financiers, en particulier sur le compte de résultat. Et puis, alors moi je me souviens, j'étais encore à l'époque du côté européen, et quand on avait à l'EFRAG nos propres contacts avec les représentants des investisseurs, et qu'on a commencé à les questionner sur qu'est-ce que vous verriez comme priorité dans l'agenda de l'IASB, leur réponse c'était on ne sait pas si on va répondre. Parce que franchement, en 2011, on avait dit que c'était la présentation des états financiers qui était prioritaire. Et puis franchement, il ne s'est rien passé. Donc si on écrit et qu'il ne se passe rien, est-ce que ça sert à quelque chose? Donc c'est une vieille priorité et l'IASB a décidé d'y répondre. D'y répondre, alors il y a eu des tentatives sur les états financiers, il y en a eu par le passé. D'ailleurs conjointement avec le FASB, un grand projet systémique qui revoyait tout de A jusqu'à Z et qui n'a pas débouché parce que ma foi c'était trop systémique, il y avait de bonnes idées mais c'était trop dogmatique dans la mise en œuvre. Donc ça a été rejeté et là le board est reparti fin 2016 sur avec une approche très pragmatique de dire on va partir, comme on devrait toujours le faire d'ailleurs, repérer ce qui ne marche pas et se concentrer sur ce qui ne marche pas et laisser le reste tranquille. Et à l'époque, quand ça a démarré, il y avait deux concepts qui devaient guider le projet. Il y en avait un, c'était effectivement répondre à cette demande d'investisseurs, et cette demande c'était il nous faut des choses comparables, on ne peut pas avoir uniquement le chiffre d'affaires et puis les résultats nets, il nous faut des sous-totaux intermédiaires, les gens nous produisent, chacun son résultat d'exploitation, chacun son résultat financier, et nous on ne s'y retrouve pas. Et c'est là où encore on peut réaffirmer la pertinence d'ailleurs des états financiers, parce que pour qu'il y ait une telle demande sur la présentation du compte de résultat, c'est que non seulement l'information des états financiers est importante, mais en plus la manière dont on la présente l'est aussi. Pour ceux qui en doutent encore. Et donc il y avait cette réponse à donner, et puis à l'époque il y avait quand même un objectif qui était de permettre de la flexibilité aux émetteurs. Alors flexibilité non pas pour faites ce que vous voulez, mais pour s'assurer que chacun pourrait finalement un petit peu adapter en fonction de ses propres circonstances. Et dans le déroulement du projet, le personnel technique est venu un jour en nous disant écoutez, est-ce que vous acceptez de donner la priorité à la comparabilité sur la flexibilité? Alors on a dit oui. Moi je vous dis franchement que quand on me demande si je donne la priorité à la comparabilité par rapport à la flexibilité, c'est une priorité. Ça ne veut pas dire que la flexibilité disparaît. Alors je ne dois pas bien comprendre l'esprit anglais. D'ailleurs je vous confirme, j'ai toujours des problèmes culturels. La priorité, ça voulait dire la flexibilité, on n'en parle plus. Et d'ailleurs je vous confirme, on n'en parle plus. On standardise. Alors toujours sur la base de principes. Oui, c'est ça. C'est de la standardisation sur la base de principes. C'est pas du normé prescriptif. Mais c'est quand même... et tout ça, c'est pour répondre en fait à ce que nous avaient dit les investisseurs. Alors, d'abord des sous-totaux dans le compte de résultat. C'est aussi d'y voir plus clair sur ces indicateurs de gestion qui sont définis par les émetteurs. Ils ne communiquent pas sur des chiffres IFRS, c'est toujours du résultat ajusté, ajusté comme ci, ajusté comme ça. Et je dois dire que dans le vide sidéral de notre compte de résultat, les investisseurs, ils se raccrochaient bien volontiers à tous ces résultats ajustés. C'est-à-dire que quand vous les interrogez, ils vous disent oui, ça nous intéresse parce que ça leur donne une information complémentaire qui est utile. Elle est non seulement utile en termes de résultats intermédiaires, elle est également utile en termes de compréhension de comment l'entreprise et comment l'entreprise est dirigée. Ça leur donne aussi une vision sur si vous avez un résultat ajusté qui est fait pour garantir que les bonus ils seront distribués en totalité
rentabilité sans se préoccuper des pertes encourues du fait des décisions du management, ils le voient, ils sanctionnent. Donc ça les intéresse de ce point de vue-là aussi. Mais ils voulaient avoir plus de transparence. Alors vous direz du côté européen, comme ESMA avait un petit peu fait le travail, il y a eu moins de demandes en Europe, et je vous ai montré tout à l'heure que d'un pays à l'autre, la régulation n'était pas la même, et il y a une vraie demande. Alors là, on est pressé de découvrir le futur compte de résultat. Et le voilà. Donc, on définit en fait un certain nombre de sous-totaux, un résultat opérationnel, un résultat d'exploitation, un résultat d'exploitation après prise en compte la quote-part de résultats des sociétés mises en équivalente quand celles-ci sont une partie intégrante des opérations. Elles ont un lien, une interdépendance économique entre ces activités et les opérations d'entreprise. Autrement dit, une associée ou une entreprise, une co-entreprise, qui, si elle était désinvestie, aurait un impact sur les modalités de conduite des opérations. Pour isoler ensuite tout ce qui est investissement, c'est-à-dire ce qu'on définit comme étant ce qui peut produire du résultat, contribuer au résultat de manière indépendante des autres actifs. Autrement dit, un investissement qui est une réserve de trésorerie que je peux désinvestir demain sans affecter ma ligne stratégique. Et puis un profit avant ce qu'on pourrait appeler résultat financier et impôt. Mais à chaque fois, on a des définitions relativement précises des uns et des autres. On part du bas, on part du bas et on identifie ce qui est financier, on identifie ce qui est investissement. On sépare entre les participations mises en équivalence intégrantes, non intégrantes, et ça nous donne un résultat opérationnel. On retombe un peu sur la classification de l'état des flux de trésorerie en fait. Oui, mais avec une cohérence qui n'est pas assurée, et les incohérences qui sont maintenues sont assumées. Elles sont limitées, mais elles sont assumées. Et elles sont ouvertes à discussion. Tout est ouvert à discussion. Alors sur ces indicateurs de performance des entités, on demande tout simplement qu'ils soient présentés, expliqués dans une note d'annexe aux états financiers. Le bénéfice pour les investisseurs par rapport au règlement ESPA, c'est l'audit. L'audit d'une part, et puis de trouver cette information à un endroit bien précis dans les états financiers auxquels ils peuvent se référer, avec une réconciliation sur le sous-total IFRS le plus proche, et avec les impacts impôts et intérêts minoritaires. Mais surtout, une explication de pourquoi, du point de vue de cette entreprise, cette mesure est une mesure de performance partielle pertinente. Oui, c'est déjà ce que demandait l'ESMA en fait dans ça. Ouais. Donc là, c'est juste un exemple. Je pense qu'on peut passer. On va passer vite parce que le temps file. Et on travaille aussi, toujours à la demande des investisseurs, sur davantage de détails. C'est-à-dire que pour bien comprendre, il faut savoir un peu de quoi les choses sont composées. Donc on a retravaillé les principes de ce qu'on appelle des agrégations, c'est-à-dire faire en sorte qu'on a autant de lignes que de choses significativement différentes, que ce soit dans la synthèse du compte de résultat ou dans les notes annexes. Le détail, il peut être dans l'un ou dans l'autre. Et puis, on a fait quelque chose que demandaient aussi les analystes, sur lesquels j'avais des collègues d'ailleurs qui traînaient un peu les pieds, mais on l'a fait, et on y croit, c'est de donner notre propre principe d'identification des éléments qui sont non récurrents. Aujourd'hui, les éléments de profit ajustés, ils sont ajustés de ce que les entreprises appellent non récurrents. Alors vous avez des entreprises qui font vraiment du non récurrent, et puis vous avez des entreprises qui ont les mêmes exclusions tous les ans, quoi qu'il arrive. Donc c'est plus des choses par nature. Et là, on dit, on est récurrent, on est non récurrent, soit par nature, soit par montant. Le cas typique, la restructuration, on en avait qui se font au fil de l'eau, celles-là elles sont récurrentes. Mais le jour où vous en avez une importante, qui est vraiment fondamentale, dans ses aspects d'ailleurs, ses impacts financiers, alors celle-là, même si c'est une restructuration, elle est non récurrente. Ouais. Parce qu'elle se distingue par son impact financier.
Si je prends l'exemple de la France, on a depuis nous 2013 la reco de l'ANC avec un modèle, puisqu'on aime bien standardiser en France les modèles de présentation de l'état du résultat net, avec cette fameuse notion de résultat opérationnel courant. Ça va poser des problèmes d'application aux entreprises. Là, la reco devra être revue. Si la proposition... Ah bah oui, enfin, tout dépend. Enfin, oui. L'ANC va peut-être s'employer à nous convaincre qu'il faut mettre le résultat courant en compte de résultat, et s'ils y parviennent, à ce moment-là, il n'y aura pas de changement. Mais c'est vrai que dans l'état actuel des choses, et ça vient des réticences en fait qu'il y avait, je voulais signaler chez certains de mes collègues, ils considèrent que même avec notre définition, ça va être encore un peu foireux. Voilà. Et comme c'est pas assez bien pour être au compte de résultat, alors c'est dans les notes annexes. Moi, je suis convaincue qu'avec la définition qu'on donne, on peut faire un travail vraiment de qualité. Toujours sur la base de l'honnêteté intellectuelle. Hein. Parce que c'est souvent les dépenses qui sont unusual, non? Alors, si on vous interdit de mettre du chiffre d'affaires ailleurs que dans le chiffre d'affaires, oui. Mais par exemple, des gains sur cession d'actifs, ils sont mis souvent non récurrents quand ils le méritent. Donc, franchement, là-dessus, je trouve que c'est un mauvais procès fait aux émetteurs. Et puis, je trouve que nos normes, elles devraient être faites pour favoriser la qualité. Et parfois, pour empêcher certains de mal faire, on empêche d'autres de bien faire. Et le résultat courant qui n'est plus dans le compte de résultat, qui ne peut plus l'être. Alors, qui ne peut plus l'être? Il ne peut plus l'être en liste. On pourrait, dans l'état actuel de nos propositions, on pourrait faire quelque chose que les Français n'ont pas l'habitude, c'est-à-dire faire le compte de résultat, donc sans le résultat courant en ligne, mais on pourrait faire une colonne en disant dont éléments non récurrents. Et puis on pourrait mettre le solde derrière. Donc, sauf à ce que certains s'aperçoivent qu'on a laissé cette possibilité qu'on n'aurait pas dû, de leur point de vue, il y a cette possibilité-là. Alors les Anglais ont l'habitude de ça, de cette présentation. Peut-être des bonnes pratiques à aller chercher. Ouais. Si jamais on maintenait le fait de... Alors qu'est-ce qu'il y a derrière aussi le résultat courant qui ne peut plus être présenté? Il y a le fait que dans le projet, on dit vous êtes fonction, vous présentez, on a toujours le choix entre la fonction et la nature, enfin le choix raisonné, maintenant il faut le justifier, mais c'est 100% nature ou 100% fonction. Ben, vous ne pouvez pas faire un résultat courant si vous n'acceptez pas que dans les éléments non récurrents, vous ayez et de la nature et de la fonction. La structuration, c'est de la fonction, en logique. Oui. Un gros litige, c'est une nature. Donc si vous ne faites pas exception à cette obligation de segmentation pour les éléments non récurrents, vous ne pouvez pas normer le résultat courant. Et si vous lisez bien les bases de conclusion, vous verrez un petit point de vue qui a été exprimé, qui dit que ça serait bien pourtant de laisser le résultat courant dans le compte de résultat. Oui, le débat est loin d'être clos. Idem pour le volume des informations en annexe. Donc, depuis quelques années déjà, on s'était ému du volume de plus en plus important des annexes. On a des régulateurs, si je prends le cas de l'AMF, puisqu'on est en France, qui a publié un guide sur la matérialité en 2015. Alors, où en est le board de sa réflexion sur ce thème? Alors, sur ce thème, hein, je vous l'ai dit, il a démarré très tôt. L'idée de ce projet, c'est vraiment de permettre à l'émetteur de bien articuler son jugement sur la matérialité d'une information, donc d'améliorer la manière dont on prescrit en fait les informations à fournir, et tout ça pour arriver à ce que les états financiers reflètent toute l'information pertinente, mais rien que l'information pertinente. Si on va... Alors, je l'ai dit, c'est un projet qui a démarré en 2013. Et ce qu'a fait le board, alors, au départ, à vrai dire, c'était compliqué depuis l'extérieur de comprendre ce qui était fait. Mais le board a commencé par procéder à un certain nombre d'amendements et de clarifications, des mineurs en volume, mais qui étaient très importants dans les impacts possibles.
Et c'était en fait d'abord un petit guide d'application pratique du principe de matérialité avec des exemples sur les cas d'application les plus compliqués. Parce que tout le monde comprend la matérialité, mais quand il s'agit de l'appliquer, c'est plus difficile. Donc on a fait ça. On a aussi amendé à la marge les normes de présentation IAS1, etc. En grande partie pour réaffirmer que même quand on a une norme qui dit vous devez produire au minimum, mais c'est pas qu'il faut dans tous les cas de figure produire au minimum, c'est vous devez faire ça si l'information est matérielle. Donc première chose, accord de normes constant, redonner de l'intelligence dans la mise en œuvre pratique, intelligence qui n'était pas absente mais qui était bloquée par un langage beaucoup trop prescriptif. Et en plus, une application du concept de matérialité qui était trop abstraite, trop générale. Oui. Donc ça a été fait. Alors on en est où? On en est où? Alors on a dans ce projet aussi émis un papier de discussion, de réflexion en 2017 qui a mis en évidence que les gens attendaient à ce qu'on rédige nos normes de manière différente. Donc on a entrepris de se réfléchir à la manière de faire différemment. Et on a dit, on part du besoin des investisseurs, mais on ne va plus demander aux investisseurs ce dont ils ont besoin. On va leur dire, vous en avez besoin, mais pourquoi faire? Et pour chaque étape dans l'analyse de l'investisseur, enfin de l'analyste en fait, on va greffer un objectif d'information qui va être donc bien spécifié, qui va permettre, puisque la matérialité c'est toujours ça se réfère aux décisions, est-ce que ça peut avoir un impact sur la décision que prend l'analyste? Encore faut-il le relier au travail de l'investisseur, de l'analyste. Donc un objectif qui centre sur ce que doit être en capacité de faire en fait l'analyste quand il reçoit l'information. Et ça, c'est l'obligation. L'obligation, elle se situe au niveau de l'objectif. Et ensuite, il y a une liste d'informations qui peuvent conduire à ce que l'objectif soit rempli. Et donc, pour libérer de l'espace de jugement, et en rappelant bien d'ailleurs que cette liste, vous piochez dedans, mais il peut y avoir aussi des informations à fournir qui ne sont pas dedans. Tout à fait. Oui. Hein, donc ça va dans les deux sens. Oui. Et tout ça, c'est pour sortir, se débarrasser en fait de ce qu'on a appelé la checklist mentalité. Donc je tic et je réfléchis. Conformité à une liste. Voilà. Ouais. Donc on va tester ça avec le public aussi en 2020 sous la forme de tests sur la norme IS19, les avantages au personnel, et sur la norme IFRS 13, détermination de la juste valeur. Et on va voir si on nous dit que c'est bien, pas bien, c'est infaisable, enfin bref, on va voir ce que ça donne. Et puis, bon, ça on peut passer, c'était ce qu'on a terminé sur ce qu'il fallait mettre dans les notes annexes. En fait, quand est-ce qu'une note sur la méthode comptable employée est matérielle et matérielle ou pas? Alors le rapport de gestion, on connaît son importance, néanmoins il ne fait pas partie des états financiers. En quoi est-ce que le board est légitime pour traiter de ce sujet? Alors je vous l'ai dit, nous, notre champ d'action c'est l'information financière, donc elle ne se limite pas aux états financiers. Donc on avait déjà un premier travail qui a été fait, qui s'était conclu en 2010 sur la publication d'un guide pratique d'établissement du rapport de gestion, qui est déjà dans toute notre littérature. Et donc il n'a pas de force obligatoire pour les pays qui ont adopté les IFRS, c'est pas un IFRS. Mais d'abord ça pouvait aider des juridictions qui sont mal équipées à s'en inspirer pour avoir des obligations de rapport de gestion dans leur juridiction. Ça reflétait en fait une forme de série de recommandations émanant de notre part. Alors je vous le disais tout à l'heure, dans les 10 dernières années, il y a eu énormément d'évolutions, il y a toute cette émergence autour du rapport intégré, il y a le besoin de davantage connecter en fait les informations entre elles, qu'on n'ait pas des informations comme ça qui sont indépendantes, dont on n'arrive pas à trouver la cohérence.
Et puis il y a aussi l'expansion de l'information sur les aspects environnementaux, sociaux, qui peuvent, comme je le disais tout à l'heure, avoir un impact financier. Donc sur ce schéma, en fait, vous voyez qu'on ne couvre pas, on n'a pas du tout l'intention de couvrir, en tout cas à ce stade, de sortir de l'information financière, mais on travaille juste à l'intersection. Donc, en fonction du temps, est-ce qu'on a le temps de couvrir Il nous reste un quart d'heure globalement. D'accord. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Je vais vous dire ce qu'on cherche à faire avec ce projet. On cherche à refléter vraiment les meilleures pratiques de rapport de gestion, toujours sur une approche qui est une approche de principe. Et là, avec une attention particulière pour que ce guide pratique ne soit pas en contradiction avec ce que peuvent être les réglementations locales. Et donc, qu'il y ait la possibilité pour un maximum d'émetteurs d'être à la fois en cohérence avec leur régulation nationale et avec les recommandations du guide pratique IFRS, en espérant qu'il y ait des déclarations de double conformité, comme on en connaît déjà en France, par exemple, sur les règles de gouvernance. Donc je ne rentre pas dans le détail, parce que ça aussi c'est un sujet à lui seul. Tout à fait. Alors on revient à un sujet plus technique, les regroupements d'entreprises sous contrôle commun. Alors en juste valeur, coût, valeur comptable, il y a eu du stop and go de l'IASB sur ce sujet. Alors est-ce qu'aujourd'hui on est sur des rails plus rectilignes, disons? Alors c'est vrai que l'IASB a été interpellé sur ce sujet, c'est les Italiens qui étaient très demandeurs à l'époque. Parce que les normes, vous le savez, sont silencieuses aujourd'hui. Et effectivement, on en est donc dans la préparation d'un document de réflexion qui va être publié en 2020. Il était mentionné dans le tableau récapitulatif de nos consultations de 2020, document de réflexion donc, qui va proposer en fait une approche de méthode de l'acquisition en fait réservée au cas de figure dans lesquelles en fait l'acquisition se fait en présence d'intérêts minoritaires, et de réserver la méthode de l'acquisition à ces cas de figure, et d'ouvrir en fait l'approche de reprise des valeurs comptables de l'acquise à tous les autres cas de figure. Et alors on est vraiment dans une mise en œuvre de la contrainte de coût-bénéfice du cadre conceptuel. La méthode de l'acquisition, c'est celle qui est jugée la plus pertinente, mais lorsqu'il n'y a pas d'intérêt minoritaire finalement et que le groupe a tout le contrôle et accès à toute l'information, ce n'est pas la peine de faire cher. Effectivement, c'est pragmatique. Le sujet du goodwill, alors lui aussi récurrent. On a parlé tout à l'heure de la revue post-application de la norme IFRS 3, regroupement d'entreprises, qui a donné donc lieu à un certain nombre de travaux complémentaires du board. On a déjà eu un amendement à IFRS 3 concernant la définition d'un regroupement d'entreprises par rapport à un groupe d'actifs. Où en est-on aujourd'hui de la problématique du goodwill? Là, on avait plutôt des critiques sur la complexité du test de dépréciation du goodwill en particulier. On avait plusieurs, à la suite de la revue post-application, il y avait un certain nombre de constats. Il y avait, alors c'est effectivement ça a démarré avec cette revue post-application, ça montre qu'on va vers la publication qu'on a dit. Et en fait, il est sorti de la revue post-application trois constats. Le premier, c'est que le test de dépréciation était inefficace. Inefficace pourquoi? Parce que en fait les pertes étaient constatées bien longtemps après leur fait générateur. Deuxièmement, il y avait le fait que le test était considéré comme, ce test annuel obligatoire était considéré comme coûteux, compliqué. Et que voilà, c'était pas une bonne chose. Et il y avait aussi le constat par les investisseurs toujours qu'ils n'avaient pas véritablement d'informations disponibles sur
le fait de savoir si une acquisition était réussie. Est-ce que les objectifs de l'entreprise au moment où la décision d'acquisition était faite et qui engageait donc l'argent des actionnaires, est-ce que ça, ça remplissait ces objectifs? Donc là, on est véritablement dans un souci de reddition des comptes de la direction d'entreprise. Et puis enfin, il y avait aussi certains qui disaient des incorporels, on en reconnaît trop. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux en laisser dans les cartes d'acquisition? Ça faisait partie des sujets soulevés. Alors, qu'est-ce qu'on... Alors, ça fait des années en fait qu'on travaille là-dessus. Et on a les Américains aussi d'ailleurs en parallèle. Oui, ils y travaillent aussi. Et alors, dans le document de réflexion là, qui va être publié, on a essayé d'abord d'améliorer le test de dépréciation dans son efficacité. C'est quand même une des choses, essayer d'améliorer un mécanisme comptable qui est jugé un peu insuffisant. Et on est arrivé à la conclusion, toujours avec des consultations avec les parties prenantes, que ce n'était pas possible. Les possibilités qu'on avait, on nous a dit que ce soit du côté des auditeurs ou du côté des émetteurs, n'allez pas là-dedans, c'est beaucoup trop compliqué, votre truc c'est une usine à gaz. Alors on a dit bon, c'est pas possible. Et donc si c'est pas possible, on va pas le faire. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Les investisseurs nous ont dit de toute façon, vous savez, le test de dépréciation, c'est fait sur des valeurs tellement subjectives que oui, c'est vrai, ça nous apporte un petit peu d'informations un peu tard. On apprécie ce qu'on a quand même, mais si on en a moins, enfin, c'est pas très grave. Donc on a vu des analystes qui enfin, dans une séance, je me souviens, nous ont dit la dépréciation, les cartes d'acquisition, de toute façon, s'en fichent. Voilà, aussi fort que ça. Et en revanche, ils nous ont dit les informations pour s'assurer du résultat. Est-ce que l'acquisition est conforme aux attentes? Alors ça, on en a besoin. Et donc on développe pas toute une série d'ailleurs, on développe des informations en annexe. Et alors qu'ils ne font pas ça sur l'acquisition, parce que sous Stanley, l'acquisition elle est intégrée, donc une fois qu'elle est intégrée, vous ne pouvez plus mesurer. Ben oui, sauf que avant de l'intégrer, j'ai prévu quels étaient les bénéfices que j'allais en retirer une fois que j'aurai réalisé cette intégration. Donc j'ai forcément des objectifs en termes de performance financière ou autre d'ailleurs, directement financière ou pas. De cette acquisition. Donc l'idée c'est de faire donner ces objectifs au moment de l'acquisition et ensuite de les mesurer dans le temps qui suit, pas indéfiniment mais un certain nombre d'années. Et puis enfin, c'est de simplifier ce test de dépréciation parce que s'il est inefficace, c'est peut-être pas la peine qu'il soit coûteux en plus. Donc déjà en relâchant les restrictions qui pèsent aujourd'hui sur le calcul de la valeur d'utilité à propos des restructurations et des investissements, en relâchant la contrainte sur le taux d'actualisation avant impôt, voilà des petites simplifications comme ça, mais qui pourraient avoir un effet matériel, et aussi abandon du test de dépréciation de l'obligation annuelle. C'est-à-dire que l'écart d'acquisition, il serait comme l'ensemble des actifs non financiers. Est-ce que j'ai des indicateurs de perte de valeur? Oui, je calcule. Il n'y en a pas, je ne fais rien. D'accord. Voilà. Là, c'est un gros assouplissement. C'est un gros assouplissement. Et ça fait partie du débat. Et puis alors enfin, est-ce qu'il faut tout simplement maintenir un test de dépréciation? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à l'amortissement? Voilà, alors ça va jusque-là oui, et puis ça va tellement jusque-là que quand même, il y en avait, sur 14 que nous sommes, il y en avait 8 pour maintenir le test de dépréciation et 6 qui voudraient le retour de l'amortissement. Donc toute l'idée d'ailleurs, c'est rigolo, c'est de s'assurer que dans le document de réflexion, les points de vue sont suffisamment balancés, équilibrés. Ouais. Parce que je ne vous cache pas que dans les 6, il y a notre président. Effectivement, il n'a pas double pouvoir pour autant. Ah non. Très bien. Donc on voit toujours que la formation financière, il n'y a pas de vrai et de faux. Alors je crois quand même, juste un petit point sur ce sujet, je crois que la conséquence de ce que nous avons décidé, de dire on ne peut pas améliorer le test de dépréciation et on ne peut pas le rendre plus efficace, ça veut dire qu'en fait on abandonne
l'objectif de mesurer indirectement l'écart d'acquisition. Ce qu'on se contente de faire, et c'est déjà un objectif en soi qui est valable, c'est de dire j'ai un test de dépréciation sur l'ensemble des actifs d'une activité. Il faut arrêter de voir cette dépréciation, la perte de valeur éventuelle, comme celle d'un actif qui serait l'écart d'acquisition. C'est la perte de valeur sur l'ensemble des actifs qui contribuent à l'activité. Il faut pouvoir se mettre cette notion dans la tête parce que ça n'a pas de sens autrement. D'accord. Je vous dis ça parce que j'étais obligée de le faire moi-même, parce que j'étais désolée qu'on abandonne nos efforts de rendre ce test de dépréciation plus efficace. Et donc j'ai dû faire cette mue intellectuelle pour me sentir à l'aise, alors je vous la confie. Alors on va terminer par la consultation sur le programme de travail. On est déjà post-2021, il faut déjà réfléchir à quelle sera votre feuille de route après 2021. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette Alors ça, nouvelle consultation ? C'est une consultation, je parlais du manuel de procédure tout à l'heure. Il y a donc un bon nombre d'années qu'a été introduite l'obligation d'avoir une consultation publique sur le programme de travail. C'est aussi largement sous l'influence de l'Europe que ça a été fait d'ailleurs. Et on arrive à la 3e consultation de ce type qui va démarrer en 2020 pour permettre d'élaborer le programme de travail sur le premier mandat du successeur de notre président. Des mandats de 5 ans, ça fait en fait des programmes de travail de 5 ans à chaque fois. Donc là, on est en train de consulter pour ce qui sera dirigé par le futur président remplaçant de Hans-Hugo Horst au 1er juillet 2021. Alors, il y a une petite planche derrière qui montre qui cherche à démontrer le contexte et en fait les questions posées. C'est que on est dans un contexte cette fois-ci où tous les projets majeurs sont terminés parce que IFRS 17 sera terminé, où on aura bien avancé sur tout ce qui est notre projet phare issu de la consultation de 2015. Là, on est au stade des exposés sondages. On peut imaginer que les normes se termineront sur 2022, grosso modo, au moment où le nouveau plan va démarrer. On s'aperçoit quand même qu'il y a toujours besoin de consacrer plus de moyens à tout ce qui est la maintenance, les activités de maintenance des normes existantes et de réponse en fait aux problématiques qui se posent, et aussi d'activer un certain nombre de revues post-application de normes qui ont été publiées. Il y a tout le paquet, ce qu'on appelait le paquet consolidation au moment où il est sorti. Y compris avec les co-entreprises. Ça a été repoussé aussi, là, non Là, ça, on va démarrer la consultation en 2020, oui, on commence à la préparer. On a IFRS 5 aussi, bref, qui reste. Et puis, on a ces projets de recherche. Que je citais tout à l'heure, je vous disais ça c'est la promesse qu'il n'y a pas de normes à court terme, mais sauf qu'on va continuer à travailler dessus pour aller vers probablement les normes. On avait en plus, que je ne vous ai pas montré parce que ça a fini par faire beaucoup de détails, mais toute une série de projets dont on disait qu'ils étaient dans le pipeline, donc ils étaient en phase de recherche par le personnel technique seulement. Il y a l'amendement sur les normes provision, il y a ce qu'on fait sur l'IFRS pour PME, il y a un certain nombre de... Et donc, on va vous présenter tout ça. On va vous présenter aussi certaines pistes de réflexion, en particulier, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose pour améliorer la lisibilité des normes ? On avait fait une enquête d'opinion en 2017 qui disait un certain nombre de choses, mais qui disait entre autres qu'un gros problème qu'on avait, c'est que les normes n'étaient pas lisibles. Est-ce que le public est prêt à ce qu'on consacre des ressources ? Et si oui, comment, pourquoi faire pour rendre ces normes plus lisibles ? Ça fera partie des questions de cette... parce que quelque part, c'est pas tout à fait normal que la lecture et la compréhension des normes soient réservées à un petit nombre de spécialistes. C'est quelque chose d'anormal. Enfin, le principe de base, c'est que chaque citoyen ne doit pas ignorer la loi, donc il doit être capable de la lire. On fait de la loi, en fait.
Donc ce principe, il faudrait qu'il s'applique à nous. Et on nous dit qu'on n'est pas très bon. Donc, c'est tellement compliqué en même temps que difficile de simplifier. Enfin, vous êtes meilleur qu'il y a 15 ans, hein. Ça je peux l'attester. Je transmettrai ce message extrêmement encourageant et positif.